donc tous les ingrédients sont là. On peut facilement faire ça. On en parle toujours, comme si ça avait le pouvoir magique de transformer les gens à distance, de les faire se recruter. Parce que c'est un peu ça qui est le gros problème maintenant, c'est l'utilisation des médias sociaux par les groupes de gens-là. Les médias sociaux sont utilisés massivement, vous savez très bien. Bon, par l'État islamique, on peut rentrer là-dedans. C'est Twitter, Facebook et plusieurs autres modes de communication qui sont utilisés. Entre autres, pour faire de la propagande. On va passer des petites photos, on va dire, on va passer le discours de cette façon-là. Il n'y a pas juste le magazine d'Abic ou Inspire. Il y a les dizaines de milliers de combattants étrangers qui utilisent leur compte Twitter. Une fois qu'ils sont rendus, ils continuent d'utiliser, puis ils continuent de faire passer le message, ils expliquent ce qu'ils font sur le terrain. Et ils font du message politique de ce genre-là. Bon, ça c'est Armand Rouleau, c'est Martin Couture-Rouleau qui a attaqué à Saint-Jean-sur-Richelieu l'année passée, il y a un an et demi, en 2014. Et vous avez, bon, une autre affaire, tout un paquet de propagande, mais qui n'est pas vraiment organisé à ce moment-là, c'est tout un paquet de gens sur le terrain qui prennent des initiatives de propagande pour diffuser ce message-là. Évidemment, ils se font aussi niaiser. Il y a la contre-propagande. Vous remarquez peut-être Jihadi John dans son fameux vidéo. Là, on l'a collé dans une shop de Chicago, pour que ça soit drôle. Mais donc, il y a aussi le contre-discours politique qui vient un peu se moquer de ce qui se passe. Mais grosso modo, pour le moment, on voit que de façon vraiment disproportionnée, le message est beaucoup plus tenu par l'État islamique que par ceux qui veulent s'en moquer. Le soutien, on peut faire du soutien avec Internet. On peut soutenir des activités criminelles à l'étranger ou sur le territoire national. Momin Khawaja, celui en haut à droite, lui avait construit, en jasant avec des extrémistes britanniques, avait construit un détonateur à distance pour faire exploser leurs bombes. En bas, vous avez Saïd Namou, le fameux terroriste de Maskinongé. On le met souvent dans les rapports, celui-là, parce qu'on veut faire passer le message que les terroristes partout, ça peut arriver n'importe où, terroriste. Donc, à Maskinongé, ça paraît un peu probable, mais bon, il y a lui qui participait à la gestion d'un site web favorable à Al-Qaïda. Recrutement, évidemment, des bons vidéos de recrutement. On essaie de recruter, on veut mobiliser. On recrute de deux façons. On dit venez vous joindre au combat avec nous. Ça, c'est la première sorte de recrutement. Ici, en haut, on a Mohamed Chirdon, qui est un Somalien qui s'est rendu à l'État islamique en Irak et qui, après ça, bon, on peut voir son vidéo maintenant, qui menace le Canada. L'État islamique va prendre tellement d'expansion qu'on va prendre le contrôle du monde, etc. En bas, on a RC qui, lui, s'est fait arrêter en se rendant, il ne s'est jamais rendu, mais lui, il voulait se rendre en Somalie. Lui, il est somalien aussi, mais lui, c'était en Somalie qu'il s'en allait pour se rejoindre au groupe Al-Shabaab. Et vous avez Michael McGuire en bas, lui aussi, qui faisait des vidéos pour dire aux gens de deux choses. Vous pouvez venir vous joindre à nous et combattre les méchants ici, ou vous pouvez déclencher des attaques au nom de l'État islamique au Canada. La radicalisation, c'est ce qu'on appelle souvent la radicalisation. C'est parce que la radicalisation, je l'ai mis en guillemets, parce qu'en fin de compte, non seulement il y a une définition légale, mais il y a une définition sur Wikipédia qui a été reprise par le gouvernement du Québec. Je pense que ça nous apprend une chose, c'est que, en fin de compte, on peut faire ce qu'on veut avec le mot radicalisation, et ça n'a pas une définition très solide pour le moment. Moi, je pense que la radicalisation, c'est probablement rien du tout. C'est probablement un mot qui englobe un paquet d'affaires qui sont très disparates, qui ne devraient probablement pas être tous ensemble. Mais bon, ça nous renvoie vers un processus, hein? C'est pas radicalisme. Donc, il n'y a pas déjà un radical. Il y a une radicalisation, donc on suppose qu'il y a eu une transformation quelque part, ou qui est en train de se faire, et que là, on se dirait, oui, si on pouvait intervenir là-dedans quelque part, ou peut-être rendu à la fin, si on sait c'est quoi le processus, peut-être qu'on peut le renverser et déradicaliser les gens. Bon, on utilise un peu cette idée-là de processus pour essayer de mobiliser l'État pour faire quelque chose contre ça, c'est les deux attaques de 2014, Martin Couture-Rouleau et Michael Zeb.
Des parades. Donc, qu'est-ce qu'on a mobilisé comme moyen de contrôler le message qui vient radicaliser, qui vient recruter, qui vient faire de la propagande à date? Le blocage, très à la mode, on va bloquer les sites, on va filtrer, on va empêcher les gens d'utiliser Twitter, on va empêcher, sur Facebook, on va empêcher, quand il y a un site, que ce site web se développe, on va essayer de le bloquer, on va essayer de le démanteler, etc. Ça a plusieurs effets secondaires, plus ou moins voulus. Le premier, c'est que ça cause un effet tunnel, c'est-à-dire que les gens vont rentrer à underground et au lieu d'avoir des sites web sur le web comme tel qu'on le connaît, ils vont aller se cacher dans les deep web. On pourra en reparler dans les questions si vous voulez. Donc, ils peuvent facilement utiliser le logiciel Firefox pour le Onion Launcher et se retrouver sur le deep web où on ne pourra pas faire bien de contrôle et on ne pourra pas savoir qui fait quoi. Deuxième conséquence non plus, le fait qu'en fin de compte, c'est difficile de cibler vraiment les gens qui ont un discours extrémiste, puis les différencier de ceux qui parlent d'un discours extrémiste ou ceux qui s'opposent à un discours extrémiste. Si c'est un être humain qui fait ça, oui, peut-être capable mieux de faire la part des choses, quoique, sauf qu'un être humain n'a pas le temps de regarder tout ça. À chaque minute qui passe, il y a 100 heures de vidéos qui sont ajoutées à YouTube. Je ne sais pas combien d'êtres humains vous pensez que ça prendrait pour regarder tout ça et dire, ouais, celui-là on le regarde, lui on ne regarde pas, lui on regarde, lui on ne regarde pas. Donc, il y a une grande part d'automatisation là-dedans, et l'automatisation, elle ne fait pas la différence entre celui qui a un discours radical et celui qui s'oppose à ce discours-là, qui le dénonce. Il y a aussi l'effet Streisand, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le Barbra Streisand s'était opposé en cours à ce que des photos de sa maison soient diffusées sur Internet. Résultat, des millions de photos de sa maison ont été diffusées sur Internet. Ça a soudainement, tout le monde s'en foutait de la maison de Barbra Streisand. Bon, c'est pas lettre, là, mais je veux dire, des maisons de main, il y en a à Malibu, il y en a pas mal. Mais bref, à partir du moment où il y a eu une cause juridique, wow, ça a mis le spotlight là-dessus, tout le monde est allé, tout le monde a demandé à les voir, ça s'est diffusé de façon probablement 1000, 2000, 1 million de fois plus que ça. Si c'était juste fermer la boîte à ce sujet-là, il y aurait peut-être 3 ou 4 personnes qui auraient pu là-dessus. Non, ça, c'est l'effet whack, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce jeu-là. Vous êtes déjà allé dans les foires, où on cogne sur un machin qui sort d'un trou, puis là, ça sort à côté, puis là, il faut aller le plus vite possible, puis on gagne des points si on va plus vite. Il y a une version, évidemment, numérique de ça. Et donc, le problème, c'est que sur Internet, évidemment, il y a une infinité de possibilités. Quand vous bloquez quelque chose, ça peut ressortir quelques minutes plus tard sous une autre guise, et votre effort va être complètement neutralisé. Donc, grosso modo, le blocage, c'est pas vraiment super utile. En plus que, un des problèmes du blocage, c'est que on a de la difficulté si on réussit pas, okay, si on réussit à bloquer, ben souvent les policiers ils disent pas, mais ils disent ouais, là c'est fun, on suivait comme 23 000 personnes qui étaient connectées à ce site-là. Là, vous l'avez bloqué. 23 000 personnes, comment est-ce qu'on va faire pour les retrouver? Ça va nous prendre des mois à les retrouver ces personnes-là, puis les suivre encore. Il va y avoir comme un trou dans notre prise de notes, si on veut. On avait tous les pseudos, on savait où étaient les extrémistes, on savait ce qu'ils disaient, on avait tout ça, on a une énorme banque de données. Là, vous avez bloqué le site, ces gens-là, bouf, ils vont disparaître, ils vont réapparaître sur un autre pseudo, on ne saura plus c'est qui. Et donc, ça nous pose un problème. Donc, ça a un effet contre-productif d'un côté, au sens policier. Ça nous amène à la surveillance. Combien de surveillance est-ce qu'il faut faire sur Internet? Parce que c'est évidemment une parade qu'on a déployée très souvent de dire, ben, on va surveiller plus sur Internet. Et en général, ce que ça veut dire, c'est qu'on surveille tout le monde. Donc, on déploie des filets généralisés pour essayer de saisir des signatures terroristes dans le paquet des citoyens ordinaires qui font des transactions variées sur Internet. Transactions, c'est un terme informatique, là. En fait, qui font des choses, disons, pour être plus général, sur Internet, peu importe c'est quoi. Même chose avec les conversations sur vos téléphones. On va ramasser une méga quantité de métadonnées, parce que la loi dit on ne peut pas ouvrir l'enveloppe. La loi dit on ne peut pas ouvrir l'enveloppe, on ne peut pas écouter la conversation au téléphone, mais la loi a été écrite dans les années 60, elle ne dit pas on n'a pas le droit de ramasser les métadonnées, ou on n'a pas le droit de lire le dessus de l'enveloppe. Et donc, on peut faire des banques de données avec le dessus de l'enveloppe.
qui envoie quoi à qui, ça pèse combien, c'est quelle grosseur. Bon, prenez cette métaphore-là, puis envoyez ça sur vos conversations téléphoniques et sur vos transactions sur Internet. C'est à peu près ça qui consiste les métadonnées. Ça a donné le fameux scandale Snowden qui continue d'avoir des petites répercussions, mais pas gros. Au Canada, répercussions à peine une petite vaguelette au-dessus du lac, tout le monde s'en fout un peu, tout le monde fait confiance au gouvernement, tout va bien. Et donc, le problème, il faut dire évidemment que la majorité des documents de M. Snowden concernaient non pas le Canada, mais bien les États-Unis, donc la NSA. Cela dit, la NSA, évidemment, s'est connectée de proche, très proche au Canada, par plusieurs façons. Mais grosso modo, ce qu'on se dit ici, c'est qu'on n'est pas capable de savoir qui est un terroriste, donc on surveille tout le monde. Autre parade, la militarisation. On a développé des solutions militaires, on a déployé des solutions militaires sur le terrain pour répondre à des menaces qui sont essentiellement de l'ordre du discours. Alors, j'ai dit, l'État islamique est capable de déployer une 5e colonne sur le territoire canadien, donc il faut aller s'attaquer à l'État islamique. Et ces solutions sont très, très couronnées de succès, mais on a toujours l'impression que ça va marcher. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Libye ces temps-ci, mais ça ne va pas super bien. Et une des interventions qui était, une des dernières interventions qui était quand même relativement ciblée, changement de régime, on s'est débarrassé de Kadhafi. Effectivement, on s'est débarrassé de Kadhafi, mais ça va pas mal plus mal qu'avant, qu'au moment où Kadhafi était encore là. Malgré tout, le Canada dirigeait cette mission-là, une mission multinationale, mais dirigée par un général canadien. Et le Canada juge que ça, c'est un succès militaire, alors que, en fin de compte, on est au bord du désastre complet en Libye. D'ailleurs, dans les médias, depuis longtemps, la population est derrière cette solution-là, hein, parce que, par exemple, quand ont eu lieu les attaques au Burkina Faso, les gens ont dit, mais oui, c'est peut-être le temps de revoir la promesse Trudeau de retirer les CF-18 qui combattent l'État islamique. Parce que là, on a, je veux dire, la donne est changée, l'environnement est différent, sauf que, je ne sais pas comment expliquer ça autrement que de faire un dessin, là, c'est que le Burkina Faso, c'est là en bas, puis l'État islamique, c'est là en haut. On n'est pas sûr que les CF-18 ont le moindre effet là en haut, mais là en bas, c'est 5000 km plus loin. C'est une organisation complètement différente, qui ne rencontrera jamais celle d'en haut, et qui, en fait, s'ils se rencontraient, ils ne seraient pas des amis, parce qu'ils n'ont pas les mêmes philosophies, ils ne voient pas les choses de la même façon. Mais c'est pas grave, tout ça, on a télescopé ça, puis c'est plus important les faits. On a juste décidé qu'une réponse militaire était appropriée et efficace. Juste pour finir, je pense que c'est pour finir. Oui. On m'a dit que c'était 15 minutes. Bon, donc, sécurité. C'est quoi la sécurité? Parce qu'on nous dit souvent qu'il faut balancer la sécurité avec les droits. Hein? Il faut trouver un équilibre entre les droits et la sécurité. Et en général, ça veut dire qu'on va enlever un peu du côté sécurité, on va enlever un peu du côté droit afin d'ajouter un peu du côté sécurité. Et ça doit faire un bon 20 ans qu'on nous dit ça maintenant, qu'on va enlever un petit peu du côté droit pour ajouter du côté sécurité. Mais bon, à un moment donné, peut-être qu'on va trouver l'équilibre. Mais grosso modo, la sécurité, c'est quoi? C'est pas comme des pommes. Quand vous allez au magasin, vous achetez des pommes. Vous avez un sac de pommes. Vous achetez 5 kilos de pommes, il y a 5 kilos de pommes. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est sûr. La sécurité, c'est pas pour tout de même. Ce que vous achetez quand vous achetez la sécurité, vous achetez des activités qui ont au bout une étiquette qui dit « Ceci devrait probablement augmenter votre sécurité ». Pas du tout la sécurité. La sécurité, c'est pas une chose réelle. Au mieux, c'est l'absence d'un danger ou l'absence d'une menace ou d'un risque. Mais ce n'est pas une chose, pas un objet, la sécurité. C'est encore moins quelque chose qu'on peut acheter, vendre, mettre sur une balance, puis balancer contre des droits. Si on voulait faire une mesure, on dirait les activités de sécurité, comment ça se déploie sur le terrain, bien, il faut calculer les coûts de ces activités-là. Les coûts, c'est quoi? Le plus évident, les budgets, comment ça coûte tout ça? Est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? Mais il y a aussi un coût au niveau des libertés. On nous enlève un petit peu, on dit à chaque fois c'est un petit peu, on finit par faire tout, mais on nous enlève un petit peu nos droits, on restreint un petit peu nos droits à chaque fois. Il y a des déplacements aussi
dans cette sécurité-là, c'est-à-dire que quand on a, bon, si on avait des budgets illimités, ça irait bien, mais à un moment donné, on n'en a pas, donc on prend des effectifs ou des technologies ou des stratégies qu'on utilisait ailleurs, puis là, on les déplace pour faire une nouvelle chose qui nous préoccupe particulièrement. Vous savez très bien, si vous avez bien vu les journaux, que la GRC, entre autres, a déplacé tout un paquet de monde qui travaille sur le crime organisé, puis a mis ça sur le terrorisme à partir de novembre ou décembre 2014, après les attaques contre le Parlement et à Saint-Jean. C'est pas parce qu'il y a moins de crimes organisés avant. Et enfin, l'autre coup, ben, la sécurité, ça a niaisé de mettre la sécurité là, mais oui, elle nous revient comme un coup parce que souvent, quand on augmente la sécurité d'une place, on la diminue à l'autre. Et l'exemple le plus courant que je peux trouver de ça, c'est le chiffrement du iPhone. Si vous affaiblissez les capacités de chiffrement d'un iPhone afin de produire peut-être une sécurité plus tard, ben, vous diminuez la sécurité de tous les iPhones, de tout le monde. Donc, vous avez un coût en sécurité afin d'avoir un effet plus tard. Ensuite, après les coûts, il faut mesurer les conséquences de cette activité-là. Est-ce que l'activité elle a eu les conséquences qu'on voulait, c'est-à-dire elle a effectivement fait augmenter la sécurité? De combien? Est-ce que votre risque a réellement baissé ou pas? Au Canada, c'est difficile à dire honnêtement parce que le risque de terrorisme au Canada est au plus bas historiquement et internationalement. Il n'y a jamais eu de pays où il y avait un terrorisme plus bas qu'au Canada. On était à un plateau vraiment bas. Et je pense que si on met plus d'argent, plus de moyens là-dedans, ça ne va pas changer grand-chose. Mais grosso modo, est-ce qu'on peut mesurer un petit changement de pourcentage de notre risque vers le plus? Conséquemment, non voulu, bien souvent, grosso modo, ce qu'on va déployer pour faire de la sécurité, on avait l'étiquette sécurité au bout, mais le résultat va être contradictoire. Enfin, on va réduire la sécurité, on va se mettre à dos des communautés, par exemple, qui vont essentiellement participer au discours de leur radicalisation. Et ensuite, on pourra mesurer, pour faire l'évaluation des coûts versus des conséquences. Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça ou non? Puis après ça, ça va être intelligent, on pourra réajuster nos mesures de sécurité. Mais grosso modo, vous voyez que c'est quand même un peu plus compliqué de dire deux côtés il faut avoir un équilibre entre sécurité et droit. Je pense que c'est une représentation qui nous simplifie beaucoup trop les choses et qui nous donne à penser qu'on a juste deux quilles à jongler, c'est facile, là. Mais en fin de compte, on n'a pas mal plus que ça. Donc, je m'arrête là-dessus. Je pense qu'on devrait probablement passer aux questions, mais je ne sais pas comment on s'organise pour les questions. Peut-être adresser vos questions en avant, peut-être si ça s'adresse à une ou deux des deux personnes qui sont invitées, donc soit M. Lemond, l'emploi ou Mme Lamarche, le préciser. J'ai trouvé mon petit banc. Approfondir la profondeur du Deep Web, oui, pas de problème. Le Deep Web, c'est essentiellement un paquet, quand vous googlez, vous allez d'un site à l'autre, vous prenez d'un lien à l'autre, ça c'est le web dit normal. Le Deep Web, c'est plusieurs choses, mais grosso modo, ce qui nous préoccupe le plus, c'est une autre grotte à l'intérieur du Deep Web. Le Deep Web, c'est tout ce qui n'est pas répertorié en fait par Google, mais ça c'est un paquet d'affaires. C'est tout un paquet de fichiers, par exemple, qui serait sur un intranet pour lequel ça prend un mot de passe pour y avoir accès, mais ça fait partie du Deep Web. C'est-à-dire que vous n'aurez pas accès. Puis si vous googlez quelque chose, ça ne va pas sortir, les documents-là ne vont pas sortir dans vos résultats Google. Le Dark Web, ça c'est encore plus creux. Le Dark Web, c'est ce qui est non seulement caché, mais ce à quoi vous pouvez avoir accès seulement si vous utilisez un protocole de connexion qui s'appelle Onion Router, T-O-R, The Onion Router, le protocole Tor. Il y a le Tor Browser, qui en fait c'est Firefox, mais avec un petit twist, et qui vous permet d'avoir accès à des adresses .onion qui sont impossibles à se connecter si vous n'avez pas le browser. C'est pas compliqué, vous pouvez faire ça. Si vous commencez là, dans 3 minutes, vous êtes sur le dark web. Ça a l'air comme super informatique, vous ne savez vraiment pas. Ça a été démocratisé à l'os dans les 5 à 10 dernières années. Donc, c'est super facile. Mais là-dessus, vous allez trouver plein de choses
en général, les choses qui sont contrôlées dans le web ordinaire, ben, on les déplace là. Et vous voyez, quand vous allez y aller, si quelqu'un surveille ça, il ne pourra jamais savoir que c'est vous, parce que le Onion Browser, c'est comme un oignon, des pleurs d'oignons. Et donc, vous passez d'une pleure à l'autre et vous êtes anonymisé à chaque fois avant d'arriver au centre de l'oignon et le serveur que vous voulez contacter pour recevoir des fichiers. Et donc, quelqu'un qui est en train de vous regarder là-dedans, là, il ne peut pas vous retracer. C'est lui qui a pris le fichier. Parce que vous avez à chaque pleure un nouveau niveau d'anonymisation. Et donc, il est impossible de tracer les utilisateurs du Dark Web. Je vais savoir, vous avez fait la différence entre la sécurité publique et la sécurité des personnes. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler davantage ce que vous avez entendu? C'est un concept assez de base. Le concept de la sécurité des personnes il est au cœur du code criminel. Moi, je ne peux pas vous menacer, je ne peux pas vous blesser, je peux encore moins vous assassiner. Et le concept de la sécurité d'État, c'est comme si il y avait ses racines d'abord en sciences politiques. Hein? L'État est légitime, il peut m'imposer des choses, j'accepte pas. Bon. Et il s'est déployé, il s'est décliné, il a pris de l'embonpoint, c'est le contraire du marathonien de tantôt, et il est devenu aussi important, hein, mais plus difficile à saisir, parce que qui porte un regard sur la sécurité de l'État? Et là, tout le code criminel s'est mis à adopter successivement des dispositions, parce que la seule façon de donner un minimum de balises pour comprendre comment la sécurité de l'État est atteinte, c'est de donner des exemples des actions, d'interdire des comportements ou de déduire de comportements isolés ou cumulatifs qu'il s'agit d'atteinte à la sécurité de l'État. Le droit, il fonctionne comme ça, c'est un peu comme tu dis, initialement dans la boîte d'M&M, il y avait 2 couleurs, maintenant il y en a 6, et tu n'as pas le droit d'en manger 6, avant tu n'avais juste pas le droit d'en manger des rouges puis des bleus. Bon. Alors, et plus on ajoute ces définitions ouvertes,